De 6 heures à 9 heures, bienvenue dans la matinale de RTCI. Le Good Morning. Branchez-vous, partez du bon pied. Le Good Morning. Partez du bon pied. RTCI présente des invités de marque. Les analyses les plus pertinentes. Objectivité. Dans le vif du sujet. Avec Enis Morey. 8h passées de 5 minutes sur les ondes RTCI. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver comme chaque matin du lundi au jeudi pour discuter d'un sujet d'actualité, d'un sujet en exclusivité RTCI. Je propose de vous parler de l'événement phare de la semaine prochaine, le Congrès international de l'Institut international des sciences administratives, qui pour la première fois se déroulera dans notre pays du 25 juin au 29 dans le courant et qui verra la participation de sommités internationales venues du monde entier pour débattre d'un sujet très important qui nous concerne directement, la résilience des systèmes de gouvernance. C'est un événement de classe mondiale que notre pays abritera avec des participants de plus de 60 pays, dont des grandes délégations de Chine, d'Italie, d'Allemagne, de Palestine, de Belgique, de France, de... Belgique, j'aime pas, hein. On va gagner. Donc, voilà. De France, de Bahreïn, d'Iran, du Japon et de la Tunisie, bien entendu. C'est un événement qui sera placé sous le haut patronage de la présidence du gouvernement et que l'École nationale d'administration organisera conjointement avec l'Institut international des sciences administratives. Je suis ravi de recevoir ce matin, c'est Abdel Fahmem, l'ancien secrétaire d'État au commerce, l'ancien PDG de l'ONTT, du CEPEX, et actuellement directeur général de l'École nationale d'administration. Cher monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI. Bonjour Anis, merci pour l'invitation. Très content de recevoir également le directeur général de l'Institut international des sciences administratives. C'est un Tunisien, excusez du peu. C'est une compétence internationale dont nous sommes fiers. Il s'agit de Sofiane Sahraoui. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Anis pour l'invitation. C'est moi. Alors, c'est Abdel Fahmem. C'est un événement très important. Oui. La Tunisie abritera ce congrès international. Pourquoi c'est un événement de classe mondiale? C'est un événement de classe mondiale parce que c'est l'enceinte dans laquelle des thématiques aussi complexes, qui évoluent de façon extrêmement rapide que la gouvernance, et qui est au cœur aujourd'hui des changements, je suis tenté de dire même transformation des sociétés. Quand vous avez cette capacité de réunir des universitaires, des spécialistes de la gestion publique, pour essayer de faire avancer et la réflexion et la pratique du management public, je pense que c'est quelque chose qui est à noter de façon extrêmement forte, parce que nous, en Tunisie, dans cette dynamique de construction d'une démocratie émergente, nous sommes à la recherche de solutions. Et avoir des expériences d'un pays comme la Chine, qui s'est transformé radicalement, si Sofiane va vous en parler, nous allons le bastion du communisme qui est aujourd'hui... Nous allons avoir en Tunisie, pour la première fois, l'architecte de la réforme et de la modernisation de l'administration chinoise en Tunisie. Nous allons avoir les Coréens également. Nous allons avoir des Japonais. Quand vous avez une dizaine d'universités japonaises, des plus importantes, qui viennent en Tunisie partager leur expérience, je pense que c'est un événement extrêmement important, parce que il met à la fois la théorie, la pratique, l'expérience au service de la gouvernance. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, le chef du gouvernement a vu immédiatement l'opportunité. Il a décidé de placer cet événement sous son patronage et c'est lui-même qui assurera l'ouverture le mardi 26. Alors, quelque chose d'extrêmement important. Ça se passe la première journée, l'avant-congrès à l'ENA,
et nous sommes très heureux d'accueillir cet événement, mais ça se passe pendant 3 jours à la Cité de la Culture, D'accord. qui est, à notre avis, et nos partenaires à l'ISA ont partagé ça, c'est un symbole de résilience. Voilà un projet qui a été lancé il y a quelques années, avant la Révolution, bien entendu. Et je pense que nous avons gagné le challenge d'assurer la continuité. Il y a beaucoup à dire sur cette capacité de l'administration tunisienne à continuer à servir malgré les contradictions, malgré les changements brutaux, malgré c'est au cœur de cette dynamique que nous vivons. Et ça concerne la société civile, ça concerne les syndicats. Vous savez, quand on prend les syndicats, là aussi, il y a un appel à ce que le militantisme syndicaliste évolue. Tout à fait. Et évolue dans quel sens? Pas dans j'existe parce que je suis contre, mais parce que j'existe parce que je suis nombreux. Regardez un peu ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années sur la scène allemande. Les syndicats allemands ont totalement transformé leur contribution à la vie de leur pays et ils contribuent. Les Polonais aussi, avec les Chevalesa, par exemple. Les Polonais aussi. Donc, les Brésiliens avec voilà ce genre d'idées pour qu'aujourd'hui on sache que tous les pays, quelle que soit l'idéologie, si idéologie il y a, cherchent de la performance, cherchent de l'optimisation. Il s'agit de satisfaire les besoins du public, les besoins des citoyens, en allant à la recherche de la meilleure solution possible. Très intéressant ce que vous êtes en train de dire, Sir Abdi Fahmem. C'est Sofiane Sahraoui, vous êtes un Tunisien résident à l'étranger, vous êtes une compétence internationale. Franchement, votre CV fait pas lire de jalousie. Hein. Moi-même, j'étais jaloux. On n'a pas le même âge, bien sûr. Mais il est plus jeune. Il est plus jeune. Bien sûr, c'est pour ça. Et vous êtes le directeur donc général de l'Institut international des sciences administratives. On va essayer de présenter d'abord cet institut-là pour que les Tunisiennes sachent réellement de quoi s'agit-il. Ensuite, vous allez nous parler un peu de ce congrès qui va être, je dirais, réparti sur plusieurs axes. Il y aura le comité, donc votre comité à vous, hein, et puis il y aura donc des contributions aussi bien académiques que pragmatiques. Tout à l'heure, on va parler un peu du programme si vous permettez. Mais si vous voulez bien nous présenter donc cet institut international. Merci encore une fois Anis, c'est vraiment très content et très fier d'être ici. Le retour au Bercail en somme. Disons que depuis que j'ai pris les rênes de cet institut il y a un peu plus d'une année, mon premier objectif était de ramener ce congrès en Tunisie, pas pour une gloire personnelle, mais parce que je savais tous les avantages et tout ce qui pourrait arriver de bien à notre pays en abritant un tel congrès. Je commence par brièvement présenter l'Institut et comme vous le dites, ensuite on peut passer et parler de ce congrès-là. Tout d'abord, l'Institut international des sciences de l'administration existe depuis 1930. D'accord. Donc, il a été créé entre les deux guerres. C'était pour promouvoir un peu l'administration publique. Et depuis, en fait, il continue à poursuivre un peu la même mission. Au début, c'était un magazine ou un journal qui avait été créé en 1927 et ensuite ça s'est transformé en institut. Son siège dès le début était à Bruxelles, au sein du ministère des Finances et jusqu'à aujourd'hui, là, on est abrité dans les locaux du Trésor belge. D'accord. Et donc, c'est la Belgique en fait qui contribue les locaux de l'institut. Quand on regarde aujourd'hui l'Institut, c'est, que je dirais, une organisation monstre dans le sens de son étendue géographique surtout. Et l'Institut a plusieurs organisations affiliées en fait. C'est un peu un réseau de réseaux. D'accord. Donc l'Institut en lui-même, c'est un institut d'États membres. En fait, la Tunisie y figure et est représentée par l'École nationale d'administration en tant qu'État membre. Et l'Institut il a maintenant 55 États membres. Mais il y a d'autres catégories de membership. Il y a ce qu'on appelle les sections nationales, c'est une représentation un peu à un niveau moins qu'à l'État membre, et puis il y a ce qu'on appelle les membres institutionnels ou corporate members. Et là, quand on fait un peu la somme de tous ces membres-là, on se retrouve à peu près avec 100 pays qui sont représentés. 100 pays. 100 pays qui sont représentés dans l'Institut. Y compris des grands pays parce que ils contribuent beaucoup. Parce que les cotisations. Multinational de thinking. Voilà. On a les pays majeurs, c'est tout d'abord les pays fondateurs, l'Allemagne parce que c'était européen à la base, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne,
etc. Mais maintenant, bien entendu, on a la Chine, le Japon, la Corée, le Brésil, l'Inde, etc. C'est des pays aussi qui sont assez influents, disons-le, au sein de l'Institut. Alors, c'est Soufiane, s'agit-il d'une sorte de think tank finalement? C'est une sorte de production de policies papers, c'est-à-dire des politiques publiques que vous êtes en train de mettre en œuvre pour que les États puissent choisir celle qui leur convient finalement. C'est bien ça? Oui, je reviendrai sur ça. Oui, c'est en partie ça. Monsieur aussi, beaucoup plus que ça. Tout d'abord, à part l'Institut elle-même, on a une association internationale des écoles et instituts d'administration qui est présente dans plus de 100 pays aussi, qui pratiquement, c'est la plus grande organisation de toutes les écoles. L'ENA y est membre, mais on a aussi des États membres, des écoles membres partout en Afrique, en Amérique latine, en Asie, etc. Et puis on a des groupes régionaux, on a le groupe européen qui est le plus grand. Le groupe européen maintenant organise la plus grande conférence dans le monde en administration publique. Cette année, elle aura lieu à Lausanne. On a le groupe asiatique et on a en fait un noyau de secrétariat à Pékin. Et on a aussi un groupe latino-américain avec un noyau de secrétariat aussi à Rio au Brésil. Et on vient de développer en fait un autre groupe régional arabe et Moyen-Orient et dont le secrétariat se trouve au Bahreïn. Donc grosso modo, ensuite bien sûr on a des institutions d'accréditation. On en a deux, une internationale basée aux États-Unis, une européenne basée en Hollande. Et on a c'est un sacré réseau. C'est un réseau, je dirais qu'on est à peu près une quinzaine d'institutions qui viennent sous la coupe de l'Institut. Et donc, quand on regarde, on a des milliers et des milliers de membres, etc. Donc maintenant, pour revenir à ce que vous venez de dire, et c'est vrai, c'est un think tank à la base. On produit beaucoup de livres. On a des séries, ce qu'on appelle des book series, avec les grandes maisons d'édition mondiales telles que Palgrave, Sage, L'Arcier Brûlant, etc. On a un journal qui est très coté scientifiquement, il est considéré de catégorie A. Et donc, c'est là où les gens y publient, surtout les universitaires des meilleures universités dans le monde. Okay. Mais au-delà de ça, on organise beaucoup d'événements. On en a une dizaine par an. L'événement phare, c'est celui qui aura lieu à Tunis. Une dizaine par an. Une dizaine par an. C'est pratiquement tous les mois qu'on a un événement. On a par exemple la conférence asiatique, on a la conférence latino-américaine, on a la conférence européenne qui est la plus grande au nombre. Mais bien entendu, l'événement phare, c'est le congrès de Tunis, c'est le congrès de l'ISA, parce qu'on a notre conseil d'administration, parce qu'on a notre assemblée générale, parce qu'on a beaucoup de trucs qui se réunissent en marge de ce congrès-là. C'est un truc où on a 500 personnes. C'est 4 jours quand même, hein, c'est 4 jours. Oui, c'est 4 jours avec le programme social. L'année prochaine, il aura lieu à Singapour. À Singapour, oui. D'accord. De Tunis à Singapour. À la Nanyang University, qui est une des meilleures universités du monde. Et aussi, la spécificité du congrès de Tunis, c'est qu'il est prestigieux. Parmi tous les 10 événements, c'est l'événement que tout le monde s'arrache parce qu'il est très prestigieux. Parce qu'aussi, ce n'est pas seulement académique, il s'adresse aussi à la fonction publique, au service public. Et donc, c'est un peu le show, la foire de la fonction publique dans le monde. L'année dernière, c'était en France. Cette année, c'est en Tunisie. Ça partira au Singapour l'année après, etc. Donc, nous, on n'est pas seulement un think tank, on est aussi, on est sur le terrain, on crée des collaborations, on établit des dialogues, on met les gens en contact pour faire des projets ensemble. Le concept de la foire vraiment s'applique très bien. Comme vous allez le voir la semaine prochaine, il y a beaucoup de tractations, de contrats qui se font. C'est pas combien d'invités sont en Tunisie, si Soufiane? Pour les étrangers, 250 à peu près. 250. Puis il faut compléter avec les Tunisiens. Donc on est dans les 400-450. On dépassera un peu, je pense. Mais voilà, on est au double de l'année dernière quand c'était en France. Mais le plus important, je pense, même, c'est le fait de marketer la Tunisie. C'est ça ce qui est plus important, c'est que la Tunisie a depuis quelque temps abrité des événements très intéressants, mais abriter un événement aussi académique, je dirais, que stratégique que le congrès de l'ISA, c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est mon côté tourisme qui va réagir. Je pense que l'ambition de la Tunisie de s'ériger en une plateforme attractive d'accueil des congrès et des événements qui ont une dimension mondiale et surtout une dimension scientifique et académique est en train de
prendre une concrétisation chaque jour davantage. Je sais que les médecins sont extrêmement actifs. Il y a de plus en plus il y a les assureurs qui vont la semaine L'Aftusa, prochaine. tout à fait. Je salue Fédération du Lassad, oui. qui Lassad fait un Zarour, excellent- c'est Lassad Kamel Zarour qui fait un Chibeni excellent également. travail. Oui. Donc, je pense que cette idée que la Tunisie est une plateforme et que des Coréens viennent en Tunisie pour essayer de placer leur politique envers l'Afrique et nous demandent de réunir les pays africains. D'ailleurs, avec Sofiane, on est en train déjà, on prend goût. On est en train de nous positionner pour attirer la conférence africaine en 2019. Faire en sorte que les écoles africaines, et c'est L'administration. c'est immense. On parle de 600, 700 participants qui viennent avec tout leur réseau, tout leur portefeuille d'affaires, etc. Donc, je pense que c'est important. Et chaque institution doit se dire qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à cette dynamique de perception positive de notre pays. Parce que, paradoxalement, quand on est dans le monde de l'international, on voit que la Tunisie est extrêmement appréciée, que les gens ils vont venir de Colombie, Non, mais nous avons une compétence tunisienne, internationale, bien évidemment, qui est au destiné de cet institut. La Tunisie a une attractivité extraordinaire. On n'a pas à rougir quand on se présente à l'international. Moi, j'étais à Bruxelles pour faire la promotion de la Tunisie, et quand j'ai présenté le lieu, la cité de la culture, c'était magique, euphorique. Les gens, ils ont envie de venir, de découvrir, de faire du business, etc. Alors que au niveau intérieur, on est les champions de l'autoflagellation. Oui, tout à fait. Je pense qu'on doit cesser. On doit construire. Chacun de nous, dans chaque institution, doit dénicher des opportunités de faire parler de la Tunisie, de créer un flux, un mouvement d'affaires et d'opportunités de croisement d'intérêts avec la Tunisie. Et pour rappel, l'École nationale d'administration, c'est une structure connue de par le monde. Elle a commencé avec la prestigieuse École nationale d'administration française. C'est 70 ans. 70 ans, voilà, en Tunisie. Et c'est le fleuron, je dirais, des structures, d'encadrement pour l'administration publique. Beaucoup de travail reste à faire. C'est un petit même, vous en conviendrez, bien évidemment, aujourd'hui, avec la fonction publique territoriale, on en parlera peut-être, mais je voudrais revenir avec Sofiane Sahraoui, le directeur général de l'ISA, l'Institut international des sciences administratives, pour parler du choix du thème. Alors pourquoi la résilience des systèmes de gouvernance? Aujourd'hui, la gouvernance est au cœur, je dirais, des stratagèmes, au cœur de la réflexion politique et publique, donc au niveau des deux. Pourquoi vous avez choisi ce système de la résilience? Est-ce qu'on peut dire que la gouvernance risque de disparaître, ou est-ce que cette gouvernance a besoin peut-être d'antidotes pour essayer de se fortifier davantage? Pourquoi cette question de la résilience qui me taraude un peu l'esprit? Surtout les verbes d'action qui sont dans le titre. Oui. Lutter, se maintenir, tout à fait, s'adapter. Tout à fait. Je commencerai par la fin pour le titre. C'est le titre d'une chanson, en fait. Strive, maintain, adapt, et c'est le secrétaire exécutif de l'ISA qui connaît cette chanson-là, et quand il l'a présentée, on a trouvé que ça allait très bien avec la résilience. Maintenant, pour revenir au choix de la résilience. À l'ISA, on a un comité de programme ou un comité scientifique, avec des membres de grandes sommités, et qui est présidé par un japonais qui était un ancien ministre, de ce qui est la fonction publique, du service public au Japon. D'accord. Donc, dès le début, quand on avait, à Aix-en-Provence l'année dernière, on avait évoqué que la Tunisie était devenue membre, on est allé dans un café, il m'a dit, parle-moi de la Tunisie. Alors, on a commencé à parler, la révolution, ce qui s'est passé, etc., l'administration publique. Et là, il m'a dit, la résilience me semble un très bon sujet. C'est comme ça, et on était en groupe, bien entendu, on a échangé, etc., avec un peu un noyau du comité scientifique, du comité des programmes. Et l'argument majeur était que c'était un peu, pourquoi est-ce que la Tunisie réussit un peu la transition, si vous voulez, après la révolution et tout cela, parce que elle a une administration quand même qui arrive à se maintenir, qui arrive un peu à s'adapter dans un certain sens, bien qu'il y ait des rigidités aussi, etc. Mais quand même, il y a une résilience. C'est ce qui fait, les gens, beaucoup pensent
à l'extérieur, surtout ceux qui sont dans l'administration publique, ils connaissent comment les États marchent, ils te disent que c'est l'administration qui, en fait, au-delà de l'homogénéité ethnique de la Tunisie, de tous les autres facteurs dont on parle, s'il n'y avait pas, en fait, une administration un peu résiliente, on ne serait pas là aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, c'est amusant de voir un peu toute la gymnastique qu'on a eue avec la traduction du concept. Ouais. Parce qu'aller chercher résilience en arabe, ça donne Soumoud, ça donne Thabet, ça donne Saleb, ça donne, ça donne, et chacun la lit à sa manière. Donc mais en tout cas, ça va dans le sens de le besoin de s'adapter pour faire face au changement. Et le changement, c'est le concept clé aujourd'hui. Vous le confirmez, vous-même, qui avez été, qui est encore donc un haut commis de l'État, bien évidemment, par rapport à cette historique de l'administration tunisienne, hein, même si on la taxe de tous les maux aujourd'hui, mais c'est une administration qui reste quand même debout, malgré les tiraillements politiques, malgré le manque de motivation du personnel, même des hauts cadres, l'absence d'une fonction publique, je dirais, élitiste ou peut-être une haute fonction publique. Malgré cela, donc, cette administration reste debout, cette administration contribue tant bien que mal donc dans le PIB tunisien, hein, voilà. Et bien entendu, aujourd'hui, toute la réflexion, c'est comment faire pour que cette administration publique puisse réellement redevenir la locomotive. Je ne sais pas si elle l'a été auparavant, mais il faut d'abord lui donner de la fierté, il faut lui donner un peu de la considération, parce que là aussi, on a tendance à se lâcher contre l'administration, qui est l'émanation de la société tunisienne, pour lui faire supporter non sans fondement, parce que franchement, faut pas aussi. Ça commence par ça. Oui. Alors et surtout, je ne veux pas utiliser le terme d'élite administrative, mais la haute fonction publique. Je pense que la haute fonction publique mérite une considération qui lui permet d'avoir un tout petit peu le sentiment que elle peut aller vers une ambition de changement et de transformation au service du citoyen, au service de la gouvernance. Si Soufiane Sahraoui, les sommités qui sont en Tunisie, alors est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns, quelques vedettes, vedettes, voilà, donc les vedettes de cette foire. Je peux vous assurer que il n'y a pas, à part bien sûr, on ne parle pas des sommets des Nations Unies, trucs comme ça, ou de Davos, qui sont aussi des trucs d'administration publique, si on veut les classer ainsi, mais un truc organisé en dehors de ces carcans officiels, il n'y a pas autant de sommités, de vedettes que lors de notre congrès. Et donc, pour en nommer, certes, d'abord, il faut regarder notre conseil d'administration, qui a des représentants de certains États qui sont au niveau de ministres, parfois, ou d'anciens ministres. Juste pour vous donner un exemple, le nouveau ministre italien de l'économie et des finances était représentant de l'Italie au sein de notre conseil d'administration. Le nouveau ministre polonais des Affaires étrangères était le représentant de la Pologne jusqu'à la dernière réunion dans notre conseil d'administration. Notre ancien président avant celui-là, c'est maintenant le ministre coréen de la fonction publique. Donc, on est vraiment un peu dans les girons du pouvoir, si vous voulez. Alors, peut-être c'est l'organisation. Le président actuel est un homme exceptionnel. Oui, le président, c'est un Belge. C'est un Belge. C'est une vraie sommité. Moi, je le classerais comme le numéro 1 dans la performance organisationnelle dans le secteur public. C'est-à-dire vraiment, c'est un conseiller du gouvernement belge et c'est un type à grande influence. Il est bien entendu de la prestigieuse université de Leuven en Belgique. Outre ça, par exemple, Wamping Huan, le chinois, en Chine, ils ont un système où certaines personnalités ne peuvent quitter le pays que une fois tous les 2 ans pendant une période courte. C'est les gens les plus importants de l'appareil ou de l'appareil chinois. Wamping Huan, il est mis en quarantaine là en Chine. Plus ou moins, on peut pas le laisser partir celui-là. Une fois tous les 2 ans, bien entendu, quand il débarque avec des missions. C'est pas des gens qui vont faire du tourisme. Et donc la mission, et donc ils sont un peu dispatchés partout dans le monde pour un peu poursuivre les objectifs de la Chine. Wamping Huan viendra en Tunisie avec une délégation chinoise. Wamping Huan est connu en Chine. Il est maintenant président de l'association, si vous voulez, chinoise de la
réforme administrative qui appartient au Parti communiste, bien sûr, mais c'est l'artisan et l'architecte de la nouvelle administration chinoise. On a le numéro 1 chinois de l'administration publique qui va être ici et qui va Ils auront un atelier dédié à eux sur le partenariat public-privé, l'expérience chinoise et les instruments mis en place pour les travaux. Et Dieu sait si c'est un sujet qui nous concerne et qui nous intéresse en Tunisie, parce que franchement, cela fait 2 ans que nous avons, 3 ans à peu près que nous avons donc adopté la loi avec des textes d'application, mais à ce jour, donc nous n'avons pas encore vu donc un projet structurant s'agissant du PPP. C'est un petit peu même, je parle sous votre contrôle. Auparavant, nous n'avions pas ce carcan, je dirais. Ça allait mieux. Et ça allait mieux. Ça allait mieux. Donc, je parle du lac de Tunis avec les Saoudiens. Je parle également d'Enfida avec les Turcs. Et aujourd'hui, avec avec une loi tout entière, et on n'arrive pas. Parce qu'il n'y a pas assez de flexibilité. Parce qu'il n'y a pas assez de flexibilité. Et ce sujet sera largement traité. En fait, on a la présidente de l'association européenne des PPP, Valaguzza, une Italienne qui sera présente. On a plein de sessions qui sont sur les PPP, qu'ils soient européens, qu'ils soient chinois ou autres. En fait, c'est un sujet transversal qu'on va exposer tout au long du congrès. C'est un petit peu même, vous savez que je n'aime pas rester dans les effets d'annonce, mais je voudrais bien savoir si les gens de l'administration tunisienne seront réellement présents pour prendre part. Je parle d'une approche transversale, bien entendu. Je parle pas uniquement de la présidence du gouvernement, mais ce genre, je dirais, de congrès est de nature à donner une idée aussi bien aux exécutants qui sont dans l'administration, mais également les politiques s'ils veulent bien comprendre ce qui se passe un peu dans le monde et ne pas rester dans leur tour d'ivoire. Alors, la participation tunisienne, elle a deux volets. Il y a le volet participation académique scientifique. Donc, on a encouragé les Tunisiens à présenter des papiers. À présenter des papiers. Il y a une quinzaine qui sont retenus et qui vont parler de la cité culturelle, de la cité de la culture, qui vont parler de la résilience écologique. Donc, il y a beaucoup de participations qui ont été retenues. Et puis, nous avons lancé des invitations à presque tous les ministères, en leur donnant un peu les différents ateliers qui vont être organisés et en essayant de les orienter vers les ateliers qui les intéressent. Donc, on a un mapping pour essayer d'encourager les gens à venir parce qu'on peut pas bloquer les gens pendant 4 jours. Donc, ils viendront là où selon le thème, là où ça les intéresse. Voilà. Merci beaucoup. C'est un petit peu même. Voilà, le temps est donné. Donc, le 25 au 29 juin courant. Je voudrais quand même par honnêteté saluer mon ami. Meher Selemi. Directeur de cabinet du chef du gouvernement, qui, avant que je n'arrive à l'ENA, était avec Simoise. Avec Sofiane. Il connaît beaucoup de monde, ça. Même, parfois, ils s'en mêlent les pinceaux. Avec Sofiane, ils ont mis en place tout cet événement pour la Tunisie. Je suis arrivé, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir, continuer le travail qui a été commencé par mon collègue. Voilà. Merci beaucoup, Si Abdeltif Ahmed. Donc, voilà, le congrès international de l'Institut international des sciences administratives qui sera, dans notre pays du 25 au 29 juin. Si Sofiane Sahraoui, merci infiniment. Merci à vous. Un grand remerciement à Si Abdeltif Ahmed, Si Meher Selemi et tout le soutien qu'on a trouvé en Tunisie. C'est incroyable. Ça me fait presque changer de perspective envers l'administration. En tant que Tunisien, je veux dire. En tant que Tunisien, voilà. Voilà, je peux pas dire plus. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est Sofiane Sahraoui, le directeur général. Finalement, il a mis une boutade. Donc, c'est le directeur général de l'Institut international des sciences administratives. Voilà, merci beaucoup. Lui qui voyage tout le temps. C'est clair, c'est clair. Il faut pas devoir ce qui se passe. En mission sur la Terre, parce qu'il est assez souvent sur les avions. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait tout ce qui est dans votre possible de faire venir ce congrès en Tunisie. Voilà, vous êtes on va signer un accord d'assistance technique de l'ISA à l'ENA. Je connais, vous n'allez pas le lâcher. On va continuer. C'est le début. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été mes invités sur ce plateau ce matin. Merci à vous. Voilà, notre émission arrive à sa fin. Merci de l'écoute, merci de votre fidélité. On se retrouve lundi, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée. Au revoir. RTCI vous a présenté